الو وحيدة. ما كانش انفورماتيسيان بحداك. مم. و بون قعدت تكوبي كوبيت لي دو فوا ورجعت ودوكا خرجت لي ايرور اناتوندي ما نبليش واش. داكور اها. انفا هاني كي تجيني اني جو ريبرون اني بوست 3 مش بوست 3 بوست 3 هاي دوكا هاي زاد رجعت لي بس هاي قاعدة تخرج لي ديك تاع ليغور. اها تري بيان اوكي معليش مش مشكل مش مشكل. On reprend. Donc on reprend. Donc, les troubles sexuels chez l'homme comme chez la femme, donc baisse de la libido, voire carrément des troubles de l'érection. Et chez les deux sexes, on va avoir donc une déminéralisation osseuse avec un risque important d'ostéoporose secondaire dû à la frénation de l'axe gonadotrope. Donc, il faut retenir en tête que tout déficit en hormones sexuelles va entraîner une ostéoporose. C'est-à-dire là, on va rejoindre le même mécanisme que la ménopause chez la femme. Et donc, un patient qui présente, ou bien une patiente qui présente une hyperprolactinémie avec frénation de l'axe gonadotrope va finir par présenter une ostéoporose secondaire. Le diagnostic différencié du prolactinome, c'est-à-dire, c'est voir est-ce que cette hypersécrétion de prolactine n'est pas due à une autre cause qu'un adénome hypophysaire. Donc, on a ce qu'on appelle les hyperprolactinémies iatrogènes. Généralement, l'hyperprolactinémie iatrogène, c'est une hyperprolactinémie qui est modérée, c'est-à-dire ce sont des taux qui ne sont pas très élevés de prolactine. Il y a beaucoup de médicaments qui sont pourvoyeurs d'hyperprolactinémie. Notons, c'est-à-dire le médicament le plus pourvoyeur, c'est ce qu'on appelle donc les antihistaminiques quand ils sont pris à forte dose pendant une longue durée. D'accord. Il y a certains aussi antihypertensifs. Donc on reprend. La deuxième cause d'hyperprolactinémie, c'est l'hyperprolactinémie de déconnexion. Ça veut dire qu'on n'a pas une hypersécrétion de prolactine. Vous m'excusez une petite minute, s'il vous plaît. Donc, je reviens. L'hyperprolactinémie de déconnexion, c'est une hyperprolactinémie qui est due à une anomalie de la tige pituitaire. Rappelez-vous que la prolactine n'est pas stimulée par l'hypothalamus, elle est inhibée par l'hypothalamus. Donc, si le signal inhibiteur hypothalamique ne parvient plus aux cellules lactotrophes de l'hypophyse, il va y avoir une hypersécrétion de prolactine. Donc, toute problématique au niveau de l'acheminement du signal hypothalamique inhibiteur va entraîner une hyperprolactinémie, notamment la compression des tiges pituitaires, ou bien la section de la tige pituitaire. C'est ce qu'on appelle une hyperprolactinémie de déconnexion. Cette compression peut avoir lieu par un adénome hypophysaire qui s'étend au-dessus vers le côté supérieur et il va comprimer la tige pituitaire, ou bien quand il s'agit d'une tumeur hypothalamique ou une tumeur de la région centrale du cerveau qui va comprimer la tige pituitaire, on va avoir une hyperprolactinémie qu'on appelle de déconnexion. Généralement, ça rejoint l'hyperprolactinémie d'origine médicamenteuse, c'est des taux de prolactine qui ne sont pas très élevés. Et puis, on a l'hyperprolactinémie fonctionnelle, donc qui se voit au cours de l'insuffisance rénale par prolongation de la demi-vie de la prolactine hypophysaire, l'insuffisance hépatique par diminution du clivage de la prolactine hypophysaire et aussi par le syndrome des ovaires polykystiques et l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, pourquoi elle va entraîner une hyperprolactinémie? Puisque l'hypothyroïdie périphérique, je précise, donc quand on a une thyroïde qui n'est pas fonctionnelle, le taux de T3, T4, ça baisse. Et cette baisse de T3, T4,
Cette baisse de T3-T4 va stimuler la sécrétion de la TSH hypophysaire qui répondra à la stimulation hypothalamique donc, de TRH. Donc, la baisse de T3-T4 entraîne une augmentation de la TRH qui stimule la sécrétion de la TSH qui va augmenter à son tour. Or, la TRH est un précurseur commun entre la prolactine et la TSH, c'est-à-dire que la TRH, à forte dose, peut donc stimuler la sécrétion de la prolactine. Donc, quand on a une élévation de la TRH, on va avoir une élévation donc de la prolactine. Le traitement, donc, le diagnostic, il est orienté par la clinique, donc par l'hyperprolactinémie mise en évidence, donc par le prélèvement sanguin, puis on va procéder à l'imagerie. Donc l'imagerie va objectiver l'adénome hypophysaire. Il s'agit d'un micro, d'un macroadénome. Quand on a un adénome qui ne sécrète que de la prolactine, on va parler d'un prolactinome et on parlera de macro ou de microprolactinome. Donc, pour le traitement, on dispose de deux armes thérapeutiques, le traitement médical et le traitement chirurgical. Donc, le traitement chirurgical, c'est un traitement étiologique, adénomectomie par voie transphénoïdale. Il se trouve que les prolactinomes répondent très bien au traitement médical. Donc, ils nécessitent rarement donc, un traitement chirurgical. Pour le traitement médical, donc on a les agonistes dopaminergiques, donc c'est les agonistes de la L-dopa qui est la substance hypothalamique qui inhibe la sécrétion de la prolactine. On a la bromocriptine connue sous le nom par l'ODES, c'est des comprimés à 2 mg et demi. On a la quinagoline, le Norprola, qui n'existe pas en Algérie. On a la cabergoline, le Dostinex, comprimé à 0,5 mg. Donc, les effets secondaires sont communs à tous ces médicaments. Il s'agit généralement donc de nausées, de vomissements et d'hypotension orthostatique. On utilise de préférence le Dostinex puisque c'est une prise hebdomadaire. C'est des comprimés à libération prolongée à raison d'un comprimé jusqu'à 3 comprimés par semaine. Je vous ai dit que les adénomes, les prolactinomes répondent très bien au traitement médical. Sur le plan théorique, les études ont montré que les macroprolactinomes répondaient très bien au traitement médical et nécessitaient rarement la chirurgie. Les microprolactinomes, par contre, résistaient plus que les macroprolactinomes au traitement médical et parfois on avait recours à la chirurgie. Il faut savoir que la mise sous traitement médical permet l'amélioration des signes visuels au bout de 48 heures, la disparition des signes d'HIC si elle existait et une réduction du volume tumoral. Parfois, on peut avoir un tableau d'apoplexie hypophysaire quand il s'agit d'un macroprolactinome traité médicalement, donc au premier mois. Donc, il faut hospitaliser le patient et le surveiller. Pour la question comment faire la différence entre une hyperprolactinémie de sécrétion et de déconnexion, c'est uniquement sur les bilans. Je vous ai dit qu'on parle d'un taux tumoral à partir de 100 nanogrammes, de 200 nanogrammes par millilitre, on parle d'un taux tumoral et on suspecte une hypersécrétion hormonale. Mais quand vous avez un taux de prolactine à 50 ou à 60 ou à 100 nanogrammes par millilitre pour une normale comprise entre, par exemple, 10 et 39, ce n'est pas une élévation très importante. Les signes cliniques vont dépendre du taux de prolactine et de la durée de l'hyperprolactinémie. Donc, plus l'hyperprolactinémie est importante, plus la galactorée, c'est-à-dire cliniquement, on peut schématiser, on va avoir l'installation d'une galactorée provoquée au début, donc discrète, qui devient spontanée. Puis, on va avoir la frénation de l'axe gonadotrope en parallèle avec troubles du cycle menstruel jusqu'à la ménorrhée avec anovulation. D'accord? On passe à l'adénome somatotrope maintenant. Donc, l'adénome somatotrope, on est toujours dans le tableau d'hypersécrétion. L'adénome somatotrope, on reprend.
Donc, pour l'adénome somatotrope, donc c'est un adénome hypophysaire qui va sécréter donc de l'hormone de croissance, l'AGH, qui est l'hormone somatotrope. Donc, le tableau clinique est un tableau qui est typique, facilement diagnostiqué, mais qui est d'installation très insidieuse et donc ça amène à un diagnostic tardif de l'adénome somatotrope. Donc, il va entraîner, donc l'excès d'hormones de croissance va entraîner un syndrome dysmorphique acromégaloïde acquis. Donc, en comparant l'aspect du patient à des photos antérieures, on va mettre en évidence la modification morphologique. Les extrémités sont larges, les doigts sont boudinés, la peau épaisse, grasse, avec des signes de la bague et changement de la pointure de la chaussure. Le signe de la bague, ça veut dire que la personne n'arrive plus à retirer sa bague alors qu'elle pouvait le faire auparavant. L'augmentation de la pointure de la chaussure chez l'adulte, normalement la pointure est fixe. Quand la personne qui chaussait du 38 commence à chausser du 43, ça veut dire qu'il y a un problème. Le visage est très caractéristique, donc le nez est épaté, donc élargi, les pommettes sont saillantes, le front bombé, les lèvres sont épaisses avec une inversion de la lèvre inférieure, les rides sont marquées et une tendance au prognatisme avec écartement dentaire. Il faut savoir que l'AGH agit sur l'os en permettant la croissance osseuse. Si on est à l'âge adulte, qu'on a terminé notre croissance, donc si on a un excès de GH, ça va se faire, la croissance osseuse va se faire dans la largeur. Donc pour vous schématiser un petit peu la chose. On va avoir des sueurs surtout nocturnes, des céphalées par rapport à la taille de l'adénome, c'est-à-dire les céphalées quand elles vont avoir lieu, ça sera par rapport à un macroadénome. Des paresthésies des mains, voire un authentique syndrome du canal carpien par compression donc des nerfs donc médians, des douleurs articulaires, une asthénie, un syndrome dépressif, une tendance dépressive. On peut avoir une hypertension artérielle par différents mécanismes, notamment l'augmentation des résistances périphériques, un ronflement nocturne, voire un authentique syndrome de l'apnée du sommeil, donc par infiltration des voies respiratoires hautes. Les complications cardiovasculaires donc dépendent du degré donc de l'hypersécrétion de l'hormone somatotrope et de la durée donc de cette hypersécrétion. Il faut savoir qu'on va noter une organomégalie en général dans l'acromégalie. Donc on va avoir une cardiomégalie, une splénomégalie, hépatomégalie, etc. avec un goitre. Les complications cardiovasculaires, donc avant d'aboutir à la cardiomégalie, on va avoir une hypertrophie myocardique qui commence au niveau du septum interventriculaire, puis la paroi postérieure du ventricule gauche, entraînant un syndrome hyperkinétique au début. Puis on va avoir l'installation de la cardiomégalie avec comme complication l'insuffisance cardiaque congestive. L'arthropathie acromégalique